Est-ce que vous pouvez définir ce qu'on appelle art psychédélique? Euh, les- Alors, l'art psychédélique, c'est un mélange de plusieurs choses, plusieurs caractéristiques. Euh, Moi, je le définis à ma manière, on va dire, parce qu'il n'y a pas vraiment une définition très claire. Euh, Si ce n'est, on dit que le psychédélisme, c'est un rêve éveillé. Ça peut donner déjà une direction. En gros, c'est un mélange de 5 caractéristiques, 6 caractéristiques si on en rajoute une. C'est l'obsession du détail, des couleurs vives, une dimension surréaliste, une dimension liée à la spiritualité. Dans les œuvres psychédéliques, on va souvent avoir différents niveaux de lecture. On va voir quelque chose et on va voir autre chose. Donc ça, c'est une notion importante. Et puis, donc, ça va être un savant mélange de tout ça. Des fois, va y avoir une caractéristique qui va être complètement à zéro. C'est-à-dire une œuvre ne va pas être du tout spirituelle, mais elle va être un peu plus surréaliste, avec des couleurs fluo, admettons. Et ben là, elle va devenir psychédélique. Et plus ces caractéristiques-là vont être exagérées, plus ça va être une œuvre psychédélique. Donc ça va être une combinaison de tout ça. Et il y a une catégorie qui est hors concours, qui est les illusions d'optique. Donc les illusions d'optique vous mettent directement en phase, parce qu'elles trompent votre esprit. Donc elles sont pour moi intrinsèquement psychédéliques. Voilà. Pour moi, ça c'est la définition très prosaïque au niveau graphisme. Parce que le psychédélique peut se diffuser dans toutes les formes d'art, en dehors des œuvres plastiques, évidemment dans la musique, etc. C'est-à-dire, vous pouvez préciser? Bah alors, oui. Ah. Ouais, tu peux y aller, ouais. Je peux tourner autour. Ah oui, d'accord. Oui, donc vous pouvez préciser dans quel médium, sur quel médium retrouve-t-on de l'art psychédélique? Alors, en fait, on pourrait trouver de l'art psychédélique sur tous les médiums, finalement. Moi, je dirais que le plus connu, c'est la musique, avec, on va dire, les Beatles, tous ces groupes des années 60 qui ont vraiment essaimé, pas que cette esthétique, mais aussi ces valeurs. On pourrait dire, voilà, le psychédélisme, c'est aussi des valeurs. C'est des valeurs, on pourrait les détailler, des valeurs de bienveillance, des valeurs, quelque part, d'écologie de l'être, de s'apercevoir que tout est connecté, entre autres, mais aussi ça touche à l'hédonisme, ça touche à plein de choses. Moi, je fais une conférence qui s'appelle le psychédélisme en 226 mots, et tous les jours, je pense à des mots que j'ai pas ajoutés. Ah ouais, là, c'est tous les téléphones en même On peut temps. continuer ou pas Euh, à quelle période a débuté l'art psychédélique? On peut dater le moment où il est apparu? Alors, l'art psychédélique stricto sensu, c'est vraiment milieu des années 60. Vraiment 65, 64, 65, on va dire. Après, pour moi, l'esthétique psychédélique, elle date de la nuit des temps. Pour moi, l'esthétique psychédélique, elle est dans les minéraux. Elle est vraiment, elle est partout, quoi. Et Aldous Huxley décrit ça très bien dans une nouvelle qu'il a faite, qui s'appelle, je vais me ressouvenir du nom de cette nouvelle, où il décrit les univers psychédéliques sans avoir le mot psychédélique qu'il va inventer, qu'il va co-inventer l'année d'après, en fait. Et effectivement, il décrit tous les mondes merveilleux qui sont dans la Bible, etc., dans toutes les mythologies, donc souvent avec des minéraux, justement. À l'époque, il n'y avait pas de verre, mais le verre était quelque chose d'assez magnifiant, on va dire, magnifier les choses. Voilà, donc et clairement, on a découvert il y a peu que les hommes des cavernes, quand ils dessinaient, ils étaient complètement en transe parce qu'ils étaient en hypoxie. Il n'y avait pas d'oxygène, en fait. Vous ne pouvez pas rester autant de temps dans la caverne, dans les endroits où ça a été peint.
ça a été prouvé que ce n'était pas possible. Donc ils étaient forcément en hypoxie, en transe totale pour faire leurs dessins. Et après, on s'est dit aussi que pour faire ces dessins, ils étaient obligés d'éclairer. Comment ils éclairaient? Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont très intéressantes. Après, on pourrait remonter encore plus loin au fait qu'il y a vraiment beaucoup de théories de l'évolution, dont une qui dit que la conscience est arrivée avec les chasseurs-cueilleurs qui ont commencé à prendre des champignons hallucinogènes. Donc ils ne sont pas que hallucinogènes, c'est qu'ils donnent la conscience. C'est une autre théorie. On peut y croire ou non, elle peut se tenir parce que ces gens-là avaient une connaissance de la nature extrêmement aiguisée. Donc, on associe souvent l'art psychédélique à l'absorption de drogue. Est-ce que vous confirmez que c'est intimement lié ou c'est une vue d'esprit? Alors, c'est... En fait, moi par exemple, ici, là, dans la galerie, il y a, je pense, quasiment aucun artiste, il y en a peut-être 2 qui ont pris des psychédéliques. Ils font tous de l'art psychédélique. Donc c'est vraiment pas lié. Le psychédélos, étymologiquement, ça veut dire révéler l'âme, montrer l'âme. Donc on peut montrer son âme sans rien prendre. C'est juste un raccourci qui fait que vous allez y aller directement. C'est comme si vous prenez l'ascenseur au lieu de prendre l'escalier. Mais au final, vous pouvez lâcher prise et faire votre œuvre d'art sans avoir besoin de quelconque psychotrope. Alors surtout, avec les psychédéliques, vous ne pouvez vraiment pas... Enfin, dessiner sous psychédélique, c'est quand même une épreuve, quoi. Parce qu'on a même du mal à tenir le crayon, quoi. Donc, c'est vraiment pas l'idée ni le but. Par contre, effectivement, prendre des psychédéliques déverrouille des zones de la psyché qui permettent encore de lâcher prise, de se lâcher, de se libérer, ce qui fait qu'on va avoir des productions qui vont peut-être être plus libérées, plus créatives, d'une certaine manière. Je ne dis pas qu'elles seront mieux, hein. Je dis juste que ce sera plus... on peut lâcher l'esprit, on peut aussi reproduire ce qu'on a vu. Donc c'est souvent le cas dans les artistes visionnaires. Donc c'est un mouvement d'art qui s'appelle l'art visionnaire. Alors, il y a plusieurs sortes d'art visionnaire, mais on va dire le visionary art en anglais, c'est souvent ces artistes psychédéliques type Alex Grey, qui est un des plus grands de l'art psychédélique des années très connu dans les années 80-90 et toujours maintenant. Hein, c'est probablement l'artiste le plus connu dans le genre. Et donc eux, ils vont relater leur expérience, leur vision. Donc on est plutôt là sur des substances qui s'appellent la DMT, où là, c'est un trip très court, mais entièrement visuel. Donc là, pour le coup, on peut se dire « Ah oui, je me souviens, ça faisait comme ça, comme ça, comme ça », et ils vont le reproduire. Mais certainement pas sous-produit, quoi, ça c'est clair. On associe souvent l'art psychédélique à la contre-culture, notamment donc, aux États-Unis, dans les années effectivement 55-60. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, de cette association? Alors, je dirais même que toute la culture psychédélique n'existerait pas sans ce qui s'est passé en 55-60. En 62, il y a ce rapport de la Rand Corporation, qui est un rapport d'un think tank de la CIA, qui dit qu'il faut diffuser le LSD le plus possible pour atténuer les mouvements activistes de gauche. Et le directeur à l'époque de la CIA va prendre ça au pied de la lettre et il va faire en sorte que ce LSD se trouve dans les mains. Ils vont véritablement lancer cette génération psychédélique. Les hippies, quoi, carrément, on peut le dire. Ce qui est, moi je trouve ça génial, moi je les remercie vraiment de l'avoir fait. Alors ils vont vite, ils vont mettre que 3 ans à se rendre compte qu'ils ont fait faux chemin, que en fait ça fait ça, effectivement ça rend plus peace and love, mais ça rend plus éveillé aussi. C'est un deuxième effet qui se coule, le LSD. Et donc ça, quand ils vont s'en apercevoir, ils vont freiner les cas de fer, et donc on va passer d'une substance qui est en vente libre dans les pharmacies à une substance qui est criminalisée quasiment d'une année sur l'autre. Enfin, d'abord c'est interdit, ensuite criminalisé, mais ce que je veux dire par là, c'est que
effectivement, il y a des liens entre LSD et activisme, et des liens qui sont passionnants parce que, comme vous voyez, ça peut venir d'au-dessus, ça peut venir d'à côté. C'est une époque où il y a des agents secrets partout. C'est très dur de savoir ce qu'il en est. Il faut savoir que toutes les preuves ont été détruites, mais pas les écritures comptables. Et donc, à la fin des années 90, il y a Bill Clinton qui va s'excuser pour toutes les saloperies qu'a fait le MK Ultra, le Mind Control Program, donc qui est un programme de contrôle de la pensée par les psychotropes, voilà, des fois ça va être pour droguer des gens, et donc il y a beaucoup de gens qui vont être drogués au LSD, pour les détruire, hein, les déstabiliser souvent avant un discours. Donc, par exemple, la SDS, le syndicat de Students for Democratic Society, la SDS, qui est le plus gros syndicat d'étudiants aux États-Unis, qui va être énorme et extrêmement activiste. Il y aura plus de 100 000 membres en 68. En 69, il sera complètement détruit, démantelé. Démantelé pourquoi? Parce qu'on a drogué ces dirigeants. Juste, quand on dit les droguer, c'est pas un truc pour s'amuser. Hein. Ce qui vous donne 10 fois la dose et vous faites vraiment n'importe quoi. Et donc là, les gens vont se ridiculiser et donc tout le truc, ça fait patatras. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait vraiment cet esprit-là. Et c'est pareil, on a drogué beaucoup d'artistes, etc. On a drogué les Beatles. Il y a une chanson qui s'appelle Dr. Robert. C'est leur dentiste qui les a drogués à leur insu. Hein. Ils ont été drogués au LSD à leur insu. Et après, il y a eu effectivement, une drogue à leur insu. Après, tous leurs albums qui ont suivi étaient en faveur du LSD, par exemple. Donc voilà, enfin, c'est autant de trucs et qui sont complètement paradoxaux parce que on se dit, d'un côté, ils ont voulu l'encourager et après, ils ont voulu l'interdire au maximum. Et c'est pour ça que, par exemple, Timothy Leary, qui est un des plus grands défenseurs du LSD à l'époque, qui est un professeur qui se prend un peu pour un messie de Harvard, va donner 3000 doses à ses étudiants, payés par l'État, hein, enfin payés par des fonds, des fonds qu'on appelle le Ecology Fund de la CIA, en fait, donc il était agent de la CIA, et après, il se fera pourchasser par la CIA. Donc rien n'est tout noir, tout blanc, en fait. Ça va dépendre des époques, de ce qu'ils disent. Dès qu'il dit un truc contre l'establishment, il se fait pourchasser. Dès qu'il est avec eux, il est avec eux. Voilà. C'est plus compliqué que ça en a l'air, en gros. D'accord. Et depuis quand parle-t-on d'art psychédélique? Alors, moi, d'aussi loin que je peux remonter, déjà, c'est quand le mot a été inventé. Si je me souviens bien, il est inventé en 53. 54 par Humphrey Osmond et Aldous Huxley, qui est un psychiatre, Humphrey Osmond, et il cherche à définir cet état que fait les psychédéliques, les champignons, le LSD, etc., les cactus, pas n'importe quel cactus évidemment, plutôt le peyote, le San Pedro, etc., la mescaline en fait. Et donc dans une conversation épistolaire, il tombe là-dessus. Voilà. Et donc évidemment, on définit cet état physique, psychique qu'on a, et puis ensuite, forcément, il y a ce mouvement graphique que j'ai décrit juste avant, qui arrive, et donc c'est né comme ça. L'un des premiers artistes sur le sujet, c'est Matty Klarwein, qui va faire les pochettes de centaines et centaines d'artistes, de Santana, Miles Davis, voilà, et Isaac Abrams, qui est sur la pochette du seul livre de l'époque sur l'art psychédélique, qui s'appelle L'art psychédélique d'ailleurs, en anglais Psychedelic Art, mais il est traduit en français, il est chez Robert Laffont. Et donc, nous moi je suis très proche de cet artiste-là qui est encore en vie, et il va faire la première galerie d'art psychédélique à New York en 1965. D'abord pour exposer ses œuvres, mais ensuite il va exposer plein d'autres artistes. Et quel lien peut-on faire entre l'art psychédélique et l'histoire de l'art? Alors c'est très intéressant comme question, parce que l'art psychédélique est une sorte de mélange de tout ce qui s'est passé par le passé, qui va dans le sens dont j'ai parlé, et qui... on va surtout aussi utiliser la technologie pour faire passer les dernières technologies pour nous mettre en phase, on va dire.
Donc ça veut dire toutes les dernières possibilités vont être utilisées par l'art psychédélique, souvent. Alors, ça peut être évidemment traditionnel, mais graphiquement, ça va être un mélange principalement en général. Moi, je dis que le premier, on va dire le proto-art psychédélique, ce serait l'impressionnisme. C'est la première fois qu'on passe de la photo à représenter le réel avec son âme, c'est-à-dire avec différentes personnalités. L'idée, c'est pas de représenter le réel, mais d'avoir sa personnalité dans la représentation. Donc les impressionnistes, et rapidement, on va tomber à l'art nouveau, qui est plus graphique, et donc qui est vraiment une source extrêmement directe, là pour le coup. Et puis après, toutes les avant-gardes, hein, là, on peut partir, mais principalement, évidemment, le surréalisme. On pourrait dire qu'il y a quasiment un tiers ou la moitié des œuvres surréalistes qui sont psychédéliques, en fait. Elles sont psychédéliques avant qu'on ait inventé le mot psychédélique. Mais pour moi, une œuvre de Mucha, elle est psychédélique. Parce qu'elle a plusieurs des dimensions dont j'ai parlé. Pas toutes les œuvres de Mucha, encore une fois, mais globalement. Et évidemment, le futurisme va être très souvent psychédélique. Le Bauhaus, il est très minimal, mais les valeurs, elles vont l'être. Qu'est-ce qu'on va prendre comme autre exemple? Enfin bref, après, on pourra en prendre d'autres. Là, j'ai pas tout qui me vient tout de suite. Comme le pop art, il n'est pas vraiment psychédélique. Mais en fait, si vous mettez un petit peu de détails, par exemple avec Pelaert, vous tombez sur des œuvres psychédéliques. Voilà, j'ai exposé en gros, quoi. Voilà. Et est-ce qu'il y a encore des artistes qui pratiquent aujourd'hui l'art psychédélique? Alors, complètement, mais je dirais même les plus grands artistes au monde, en tout cas ceux qui se vendent le mieux. Enfin, dans le top 10, je pense que vous retrouvez Murakami, qui est là-haut, là. Vous pourrez retrouver Olafur Eliasson, pour moi, qui est vraiment très psychédélique. Lui, il ne va pas se définir comme psychédélique, ses œuvres le sont, pas toutes, encore une fois, mais souvent. On pourrait parler d'Anish Kapoor aussi. Là, c'est quand même pas des... Donc, voilà, c'est parmi les plus grands artistes contemporains, beaucoup le sont. Ils l'admettent ou ils ne l'admettent pas, c'est juste que leur œuvre, elle l'est. En tout cas, et souvent, leur œuvre sur le temps long, elle l'est souvent aussi. Et c'est des œuvres, par exemple, Anish Kapoor, c'est des œuvres à vivre, quoi. En photo, c'est indescriptible, c'est expérientiel. Voilà, et après, là, ici, il y a plus de la moitié de l'exposition, c'est que des artistes contemporains. Je veux dire, le psychédélisme est extrêmement vif et diffusé partout. Voilà, ça c'est pour les œuvres graphiques. Sur la musique, c'est complètement du délire. Il y a des artistes qui sont en tête d'affiche des plus gros festivals français et partout à travers le monde. Je pense à Tame Impala ou dans un autre genre un peu hip-hop, Tyler the Creator. Enfin, il y en a plein. Et les films psychédéliques aussi, il y en a plein. Ou alors souvent c'est des séquences psychédéliques au sein de ces films. Voilà. Et on parle aussi de psychédélisme en littérature. Tout à fait. On pourrait, bien sûr, il y a du psychédélisme en littérature. Je pense à Tom Robbins qui fait des livres complètement fous de science-fiction, complètement délirants, où il va y avoir plein de passages. Philippe Cadic, il y a plein d'artistes. Là, pour le coup, on peut remonter carrément au poète maudit. On peut partir de Rimbaud, on peut partir de plus loin et remonter petit à petit. Pour moi, quelque part, l'écriture surréaliste, elle est en partie psychédélique, parce que là, on n'a plus l'aspect graphique, on peut... peut-être moins le dada, qui est vraiment plus extrême, quoi. Oui, en littérature, il y a plein de choses, surtout dans la poésie. Justement, là, il y a un livre qui vient d'être édité de toutes les poésies de Jim Morrison. C'est exceptionnel, quoi. Vraiment, on voit. Alors là, lui, il est directement influencé par Rimbaud, par exemple. Et ça se sent. Il y a définitivement quelque chose dans tout ce qui est, bien sûr, en littérature, il y a énormément à creuser dans le psychédélisme. C'est moins évident, on va dire, que. Et comment aujourd'hui le public peut-il apprécier l'art psychédélique? Comment peut-il aller à la rencontre de l'art psychédélique?
Alors c'est pas si évident que ça pour le public parce que il faut qu'il soit un petit peu guidé. C'est pas aussi évident qu'à l'époque, dans les années 60, on va dire. Il l'a autour de lui en permanence sans le savoir, enfin souvent, hein. Il y a plein de pubs qui le sont, etc. Les gens sont dedans mais ils savent pas que c'était ça, quoi. Quand on porte un foulard en motif cachemire, il est très psychédélique. Les gens ne s'en rendent pas compte, ou qu'ils achètent une fringue chez des iguales, je sais pas, des marques comme ça. Souvent c'est psychédélique, ou qui portent des broderies improbables. Très détaillés comme ça, qui font un effet optique. Les gens sont entourés de psychédélisme, pas tout le temps, mais ça leur arrive plusieurs fois par jour sans qu'ils le sachent. Ça, c'est sûr. Mais aujourd'hui, il n'existe pas un musée de l'art psychédélique. Et non, il n'y a pas de musée de l'esthétique ou de l'art psychédélique ou du psychédélisme. Et donc, mon projet, c'est d'en créer un, de créer le premier centre d'art psychédélique au monde, a priori. Et le faire, je le ferai là où le vent me porte, avec cette collection. La collection est assez grande, il y a entre 4 et 8 000 pièces, qui est un véritable patrimoine, parce que pour les réunir à nouveau, c'est impossible. Les œuvres sont vraiment introuvables. On pourra trouver une œuvre là, mais à une temporalité tellement longue que ça deviendrait infaisable. Voilà, et donc je peux vous présenter un petit peu ce projet si vous voulez. Oui. Donc c'est un projet pour montrer le psychédélisme sous tous ses aspects, faire travailler nos 5 sens, voire le 6e sens. Donc c'est un musée, hein, à la base. C'est un musée expérientiel avec des installations interactives, participatives, pour tout âge. Et donc on va dire qu'il y a une partie sur les sciences et l'enfance et la nature. Et là, ça fait vraiment comprendre aux gens ce que c'est le psychédélisme quand on voit un mandala naturel, juste en termes par exemple de phyllotaxie, c'est-à-dire la manière dont les feuilles s'ordonnent autour d'une plante qui forme un mandala, peut-être tout simplement une fleur, hein, pourquoi pas. Et on fait un parallèle avec d'autres choses qui sont graphiquement créées. Et là, les gens connectent, ils se disent « Ah oui, d'accord, ça c'est lié, tout ça, oui. » Ça, par exemple, ça le fait. Et après, il y a 5 autres branches. Donc, c'est une sur les civilisations et le chamanisme. Donc, on part de très très loin. On part de moins 5000 avant Jésus-Christ, véritablement. On parle de civilisation, là. Donc, on peut partir d'encore plus loin, mais là, on va parler des civilisations. Et donc là, c'est un peu toute l'histoire. Je refais un peu toute l'histoire. Des mosaïques romaines dont Vasarely s'est inspiré, hein, clairement. En passant par Jérôme Bosch, au Moyen-Âge. Et puis évidemment, tout l'aspect sur le 19e siècle. Alors là, oui, évidemment, William Blake, Carroll, avec Alice au Pays des Merveilles. On peut citer beaucoup de choses dans le 19e siècle, c'est extrêmement riche, mais aussi on pourrait parler des tables tournantes, par exemple, de Victor Hugo, on pourrait parler de plein de choses. Et là, on arrive à une autre branche qui est la littérature, le cinéma et la musique. Donc là, on en a déjà parlé. Ensuite, il y a tout l'aspect des illusions d'optique et de la lumière noire, on verra plus tard. Donc là, comme on disait, c'est intrinsèquement psychédélique. Il y a différentes sections dans les illusions d'optique qui peuvent être intéressantes à travailler, pas qu'en termes d'installation interactive et participative, mais aussi en termes graphiques. Il y a le cinétisme et l'optique, c'est pas pareil, c'est-à-dire que vous tenez le sujet de l'œuvre, chacun a une expérience différente de la même œuvre, parce qu'on n'est pas placé au même endroit, par exemple. On bouge comme ça, voilà. Et la grande section dans le centre d'art, c'est sur les sociétés. La société, ça regroupe tous les aspects de contre-culture, de mode, de design, d'architecture. Voilà, en gros, ça peut être l'artisanat de bijoux, par exemple, tout ce qui est dans la société, ce qui est porté par la société à un instant T.
Donc voilà. Évidemment, il y a l'érotisme dans cette section-là. Et au centre, il y a la spiritualité qui est connectée par une installation de Brian Eno. Donc ça, c'est mon idée. Et là, c'est la partie muséale. En dehors de cette partie muséale, il y a une partie qui est très importante. C'est une salle de spectacle, en fait, qui est une salle de spectacle qui est modulable, qui se transforme d'expo temporaire à une expo qui se transforme le soir, soit en concert, soit en atelier, soit en projection, soit en pièce de théâtre, soit tout ce qui peut faire vivre et qui diffuse des œuvres dans le genre. Et donc moi je programme chaque année le marché de Noël psychédélique et je peux vous dire qu'il y a l'embarras du choix pour trouver des choses qui sont liées à ça. Mais c'est combien de pièces à peu près un musée comme celui-là? Moi je l'ai imaginé au plus petit sur 1200 mètres carrés. Ça inclut la salle de spectacle. Qui dit salle de spectacle dit aussi un espace de restauration et de bar. Et qui dit ça dit aussi un shop, un magasin pour vendre quelque chose. Et puis évidemment, il y a l'équipe. Et il y a aussi une bibliothèque de la contre-culture. Et enfin, il y a un espace de Fab Lab, une sorte de Fab Lab, ce que j'appelle le free space, où n'importe qui peut venir créer une œuvre comme il l'entend. Il y a une petite charte évidemment pour que ça rentre dans l'esprit du lieu. Et avec donc une résidence d'artiste. Voilà. C'est un peu complet, j'ai essayé de penser la chose de manière holistique pour pouvoir à la fois accueillir des expositions temporaires d'artistes en résidence, d'artistes extérieurs, ou nous d'avoir une petite une expo un peu off de l'accrochage principal. Et en termes d'œuvres, c'est combien? C'est plusieurs milliers d'œuvres? Je pense, oui, l'idée c'est de pas trop de surcharger, mais oui, on pourrait parler de, je pense 700, 800 œuvres, ouais, minimum. Ouais. Peut-être plus, en fait, la collection est tellement riche. Et l'idée c'est aussi d'avoir des prêts, parce que ce serait mieux d'avoir un vrai grand Vasarely, par exemple, qui vaut 800 000 ou 1 million d'euros. Je préfère qu'on me le prête. Non mais etc. Il y a beaucoup d'œuvres que moi j'ai qui sont très belles, c'est des originales en multiples, par exemple une lithographie originale, je préfère avoir la peinture originale. Et là on peut demander à se faire prêter des très grandes œuvres majeures qui vont d'autant plus valoriser à la fois la personne qui le prête et le projet. Et on a bien compris que l'art psychédélique s'adresse à toutes les populations. Tout à fait, l'art psychédélique s'adresse vraiment, moi je dis de 6 à 96 ans, voire à 106 ans, parce qu'on vit plus en plus longtemps. Et carrément, c'est vraiment... tout le monde peut s'y retrouver. Bon, déjà, les anciennes générations ont connu les effluves directs. Ceux qui étaient dans la génération punk ont connu un peu les effluves directs de ça. Mais il y a des gens qui l'ont vécu carrément. Il y a des gens qui l'ont vécu et qui n'étaient pas au bon endroit. Ça arrive aussi. Mais là, en l'occurrence, il y a ça. Et puis, c'est des images qui attirent beaucoup les enfants. Ici, on a plein d'enfants qui viennent, qui adorent. Et puis, il y a le côté interactif, il y a tout le temps les couleurs, tout ça. Bon, évidemment, il y a des œuvres... S'il y a une section érotique, on ne le voit pas aux enfants, évidemment, mais sinon, le reste, ou sur les psychotropes, par exemple. Voilà. Il y a tout un aspect, d'ailleurs, en ce moment, ce qu'on appelle la renaissance psychédélique, qui est extrêmement active. Il y a une boîte qui vient de lever plus d'1 milliard de dollars sur la renaissance psychédélique, c'est-à-dire le fait de soigner par les psychédéliques. C'est des recherches qui ont été interrompues pendant 50 ans. Suite à cette diabolisation ridicule qu'il y a eu, dont on a parlé à la fin des années 60. D'accord. Et donc on a bien compris qu'il n'y avait pas de musée aujourd'hui à travers le monde qui effectivement fait l'état de cet art psychédélique. Il y a des expositions par contre. Moi, je me souviens d'une exposition en 2016 à Limoges, également une exposition en 2017 à Paris. Tout à fait. Alors nous on a fait à ce jour plus de 60 expositions. Et donc à Limoges, on avait entre guillemets un solo show de la collection où j'ai pu présenter les 6 aspects dont je vous parle
voilà, sur 400 mètres carrés. Donc c'était assez intéressant de pouvoir se déployer comme ça en section, comme je l'avais prévu. Donc c'était avec très peu de moyens. Cependant, là, l'idée a été matérialisée concrètement. Après, on a fait plein d'autres expositions sur des thèmes complètement divers et variés, avec beaucoup de presse. On a eu pas mal de presse. On a aussi Jack Lang qui nous soutient beaucoup. On a eu pas mal de gens qui nous soutiennent, en fait, pas mal de personnalités. Donc ça, c'est vraiment appréciable, mais c'est jamais assez pour faire un projet d'envergure comme ça. Et il y a une notion qui est à prendre en compte. Vous dites que c'est dans le monde, mais effectivement, parce que l'art psychédélique, il y en a dans tous les pays dans le monde. C'est-à-dire, moi, j'ai voyagé, j'ai donné 500 dates dans 40 pays. J'étais DJ international, je faisais des performances audiovisuelles, Cinémix, en tant que DJ Ouf, c'est mon autre nom d'artiste, avec 2 O, OOF. Et avec ça, j'ai pu aller chercher un peu, chiner des choses à droite à gauche. Donc j'ai trouvé des choses merveilleuses au Ghana, en Chine, en Australie, en Mexique, partout à travers le monde. Il y a la richesse de cet art qui est en fait, qui est au fond de chacun de nous. En fait, il y a Jung qui parle des images qu'on a qui sont au fond de nous, des images archétypes. Ces images archétypes, elles sont au sein de nous. Enfin, vraiment, hein, je ne sais pas si c'est au sein de notre ADN ou quoi. C'est vraiment quelque chose qui est... Il n'y a pas besoin d'être à San Francisco en 67 pour faire du psychédélisme. On l'a tous au fond de nous. Et d'ailleurs, ceux qui l'ont finalement le plus, c'est ceux qui prennent le temps de faire quelque chose de bien et de lâcher prise. Par exemple, je pense aux artisans. Les artisans, par exemple, même surtout dans les pays de l'Est, dans les pays où les broderies. Par exemple, moi, quand j'étais en Arménie, j'étais au musée du Folk Art Museum, mais c'est parmi les plus belles œuvres que j'ai jamais vues. C'est des assiettes en géométrie sacrée, parfaite, magnifiques, finement réalisées. C'est juste des œuvres que les paysans mettaient chez eux. Tout simplement, c'est un bout de bois et beaucoup de temps. Voilà. Mais cependant, en Ouzbékistan, vous avez des broderies absolument magnifiques, quoi. Et bon, quand on vous écoute, c'est une dimension extrêmement riche. Enfin, voilà, on est étonné de tous les aspects que vous avez évoqués, mais on peut s'interroger, comment se fait-il qu'il n'y ait pas encore un musée d'art psychédélique à travers le monde? Comment vous l'expliquez vous-même? Alors, c'est une bonne question. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas encore un musée à l'heure actuelle qui regroupe tous ces aspects. Je pense que c'est juste que les œuvres sont très disparates. Et moi, j'ai un peu connecté tout ça, mais je me suis fait une sorte de psychothérapie aussi. Hein. C'est-à-dire que quand je voyageais à travers le monde, je ramenais petit à petit une œuvre par-ci, une œuvre par-là. Puis au bout quand j'ai commencé à en avoir 300 ou 400, je me suis dit, mais c'est un peu n'importe quoi cette collection. D'ailleurs, je ne m'estimais pas collectionneur du tout, d'ailleurs. Et je me dis, mais quel est le rapport entre ça et ça? Ça n'a aucun sens. Et les gens qui venaient me font, ouais, c'est pas très lié, tout ça. Et puis c'est là où j'ai commencé à théoriser la chose pour essayer de comprendre un peu pourquoi j'étais attiré par ces choses. Alors, on parlait tout à l'heure de Ben, il y a des fois où je me suis un peu trompé, mais globalement, parce que j'achetais pas pour acheter des œuvres psychédéliques du tout, quoi. Mais au final, je dirais que 90 à 95% de ce que j'ai acheté était psychédélique. Mais ce que j'étais attiré naturellement par ça, mais ce que je veux dire, c'est... Enfin voilà, vous avez compris un peu l'idée. Et donc la question, c'était pourquoi il n'y a pas encore de centre d'art? Aux États-Unis, il devrait vraiment y en avoir, parce que là-bas, déjà dans la Silicon Valley, ils consomment des microdoses de LSD vraiment régulièrement, et c'est de plus en plus diffusé. Et donc je pense que c'est là-bas, le LSD a vraiment été extrêmement diffusé, comme on en a parlé tout à l'heure. Donc les gens voient vraiment plus ce que c'est. Hein, il y a des pour et des contre, évidemment, hein, toujours. Ah. Pause. Batterie faible. Ah, d'accord. Je peux continuer. Hein. Donc, non, je continue. Je fais pause. Ah, voilà. Je fais un truc un peu exhaustif, là. Ouais, essayez
d'accentuer le fait qu'effectivement c'est aberrant qu'il n'y ait pas de musée quoi, aujourd'hui. Quoi. Ouais, Hein. Oui, alors effectivement, vu la richesse qu'on a évoquée, les différents mouvements, le fait que ça touche à toutes les formes d'art, ça va de la mode, des fringues, des tentures, de la tapisserie, de toutes les formes d'art et d'artisanat, de tous les pays, de toutes les époques, effectivement, et surtout que ça a touché vraiment le grand public quand il le savait ou qu'il ne le savait pas. Je veux dire, face à un Dali, un Klimt, un Gaudi, que sais-je, voilà, ça c'est pour. Mais les Pink Floyd, les Beatles, je ne sais pas, on pourrait en citer, les Doors, bien sûr, les Deep Purple, etc. Et tous ces groupes-là, de 67 à 72, c'était les groupes les plus diffusés au monde. Là, on parle vraiment du très très grand public, il ne peut pas être plus grand public que ça. Donc finalement, le psychédélisme a essaimé partout. Moi, finalement, j'essaie de montrer que ces choses-là sont connectées, elles ne le sont pas dans l'esprit des gens, mais elles sont là. Ça, des gens importants. D'accord, oui, je pense que c'est bien. Voilà. Ouais. Et donc pour moi, cette esthétique que j'ai combinée, on va dire, j'ai réuni, c'est un patrimoine exceptionnel qu'il faut faire vivre, qu'il faut montrer, et surtout il ne faut pas qu'il disparaisse. Parce que si moi j'arrête de faire ça, bah en fait, qui le fera en fait? Il n'y a personne qui le fait. Et personne qui a passé toute sa vie à le faire. En fait. Donc c'est vraiment triste qu'il n'y ait pas une initiative qui fasse en sorte qu'on le mette en place. Parce que quand vous allez dans des installations de la Nuit Blanche, il y en a plus de la moitié qui sont psychédéliques. Hein. Ils ne le disent pas, mais ça l'est. Voilà. Donc en ce moment, la technologie, le mapping, tout ce que vous pouvez imaginer, même quand on peut aller plus loin avec l'intelligence artificielle, tout ça, on retombe toujours sur des choses, très souvent sur des choses psychédéliques. Et si vous entendez parler d'un centre d'art psychédélique en Champagne, vous réagissez comment? Ben, je dis pop. Pourquoi pas? Pourquoi pas, hein, en Champagne, hein, si on arrive à dynamiser un peu cette esthétique là-bas, pourquoi pas? Il faut avoir la bonne équipe, le bon lieu, et puis voilà, c'est parti. Hein. C'est bon. On peut estimer qu'un lieu comme celui-là peut attirer beaucoup d'étrangers d'Europe ou d'ailleurs, parce que comme c'est effectivement assez rare. Tout à fait. Le projet a une dimension touristique très forte. C'est un projet qui est, comme on l'a dit, il est unique et surtout cette esthétique s'est beaucoup diffusée dans les pays européens et toujours à l'heure actuelle. Donc comme ça touche toutes les générations dans tous les pays, faire une initiative qui est un peu entre guillemets sexy, quoi, avec des installations interactives, tout ça, ça va forcément plaire. C'est un peu entre le Palais de la Découverte, le musée d'Orsay et Disneyland, pour vulgariser vraiment. Mais je veux dire, donc ça peut attirer beaucoup de monde. Il y a beaucoup de photos à faire, de selfies, de choses comme ça. Nous, on a une installation qui est prévue, qui a un kaléidoscope géant où on rentre debout dedans. On est nous-mêmes dans le kaléidoscope. On peut vous prendre. Donc voilà, là, ça peut diffuser la chose de manière assez forte. Effectivement, ça peut attirer beaucoup de monde de partout. Je pense que les gens pourraient se déplacer rien que pour ça. Et en fait, j'ai été accompagné par l'école qui s'appelle l'ESSEC, qui est une grande école de commerce. Je pense que c'est la plus grande après HEC. Et pendant 2 saisons de suite, et on avait fait justement à l'époque de Limoges, là, en 2016. Et donc, on avait fait un peu des statistiques, des interviews auprès
des sondages, voilà, je cherchais le mot, auprès de gens qui sortaient par exemple du palais de Tokyo ou même dans la rue, quoi, tout court. Et on leur demandait s'ils connaissaient le mot psychédélique. Alors en gros, il y a un tiers qui ne connaissait pas du tout. Il y a un tiers qui était ultra fan, enfin vraiment qui aimait beaucoup, qui compensait largement le tiers de gens qui ne connaissent pas parce qu'ils ne connaissent pas, mais ils ne sont pas insensibles. Et après, il y avait un tiers de gens qui savent ce que c'est, mais qui ne savent pas hyper bien ce que c'est, mais ils voient ce que c'est. Alors dès qu'on leur en parle un peu, dès qu'on leur parle évidemment de Tame Impala ou des Beatles ou de je ne sais quoi, tout de suite ils connectent, hein, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui sont très branchés par cette esthétique et qui sont... comment dire? Et cette esthétique est branchée. Elle peut être très branchée. D'ailleurs, il y a aussi, on parlait de musique, il y a aussi tout l'aspect psychédélique trans aussi, qui est très diffusé. Les festivals sont immenses. Enfin, on peut parler du Boom, au Portugal, de Ozora, en Hongrie, qui est énorme. Enfin, quand même, c'est 50 000 personnes. Évidemment, on pourrait parler de Burning Man, qui est le plus grand festival psychédélique au monde, où a été inventé Google Earth, etc. Où tous les plus grandes stars rêvent d'aller. Voilà. Donc on est sur quelque chose qui plaît vraiment. Après, ça ne veut pas dire que tout ce qui est psychédélique est beau. Hein. C'est complètement subjectif. Il y a du psychédélique pas beau, du psychédélique beau. Mais on va dire que l'idée de cette esthétique, c'est de tendre vers la beauté et l'universalité. Et donc, qui dit tendre vers la beauté, c'est-à-dire que vous n'avez pas le prisme de l'art contemporain, où vous avez besoin d'explications pour apprécier que ce tas de sable, le sable a été pris dans un champ de migrants, dans un camp de migrants, et que ceci, cela. Non, là, vous avez une lecture directe. Une lecture directe, vous êtes touché ou pas. Mais c'est une lecture directe qui a différents niveaux de lecture, donc c'est subtil. Ça peut être une subtilité qui est graphique, vous allez voir quelque chose puis autre chose, mais aussi une subtilité sémantique. Ça peut être par les paroles, par ce qui est écrit, par la connexion des deux. Voilà, donc c'est une subtilité et donc c'est extrêmement actuel. Voilà, je tiens à le dire. Est-ce qu'il y a un sujet qui vous tient à cœur ou qu'on n'a pas abordé dans cet entretien et que vous souhaiteriez aborder? Oui, moi ce qui me tient à cœur, c'est d'éveiller les gens. Et c'est d'éveiller les gens, et clairement, c'est la liberté d'esprit, liberté de penser, la liberté tout court, en fait. Et la liberté en ce moment, elle est en train de s'étioler, voire de disparaître et de partir. Et donc c'est très important, c'est vital de faire ce projet parce que ça va éveiller des vocations, ça va rendre les gens un peu plus eux-mêmes, les connecter dans leur corps. Et ça va les rendre plus heureux, plus vivants, moins malades. Le psychédélisme aussi, c'est lié au corps, à l'alimentation, à tout ça. Enfin, c'est la prise de conscience. Donc quand on prend conscience de mieux manger, de mieux se comporter, de prendre soin de son corps, peut-être faire du yoga ou autre chose, j'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ça, c'est lié. C'est un environnement, pour moi, qui est holistique. Et donc, ça, c'est clair que les gens qui viendront en centre d'A sortiront pas pareil. Il y aura une meilleure version d'eux-mêmes. C'est l'idée, en tout cas, c'est l'ambition que je porte, c'est qu'ils sortent, qu'ils aient une meilleure vision d'eux-mêmes et vision de l'extérieur, et avec joie, en fait, avec joie, bonne humeur, mais aussi conscience. C'est un peu un paradoxe, parce qu'on dit, quand on rigole et tout ça, on n'est pas conscient, mais il y a un temps pour rigoler, mais il y a aussi un temps pour se dire, c'est très grave ce qui se passe. Et en ce moment, c'est très grave ce qui se passe. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est ramener la liberté. Liberté de parler, de penser, d'échanger, de comprendre, d'interréagir, et non pas de tout censurer, voire même de s'auto-censurer. Ce qui est la pire chose et ce qui est exactement en train de se passer en 2021. Voilà.